Salut les amis de Big Pom TV, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre nouvelle émission sur le rugby régional. On a passé une saison l'année dernière qui s'était terminée par rapport au Covid, on est très content de vous retrouver ce soir pour à nouveau parler de notre actualité rugbystique. Alors comme vous le savez, on va débattre avec mon binôme Yvan Rofredas de tous les sujets, on n'oubliera rien, on parlera de tout ce qui vous intéresse avec un championnat qui a redémarré et une actualité chargée. On commence déjà, comme d'habitude, vous le savez, par liker, partager, commenter, un cœur, un pouce, tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de nous suivre. Big Pomien, on compte sur vous. Alors, simplement déjà, peut-être avant de démarrer et de vous présenter le plateau exceptionnel qu'on a pour redémarrer cette saison de Big Pom TV, un petit coucou à nos amis des autres émissions. Je pense bien entendu à Olivier Gautret, Loïc Doucem qui ont redémarré la saison sur le basket, à Julien Bérangier et Rachidi Marachen qui ont repris le foot, et puis surtout à notre nouvelle team féminine, Hélène Guillaume et Marine Gervasoni, le Girl Power, qui nous ont fait une magnifique émission lundi dernier. Je vous invite à aller voir ça. N'oubliez pas que vous pouvez tous nous retrouver, retrouver toutes nos émissions enregistrées sur la page Big Pom TV au niveau de Facebook ou bien sûr directement sur le site internet de Big Pom TV. Alors, pour ce soir, je vous ai dit qu'on avait un plateau exceptionnel. On a démarré effectivement avec du lourd. On va avoir des invités que je vais laisser Yvan présenter. Alors Yvan, pour les présidents ce soir, pour les invités ce soir, qui on a autour de la table? Alors un plateau magnifique avec des acteurs incontournables de rugby régional. On a Arnaud Vercuis, le manager de la SBC Rugby Bédaride Châteauneuf-du-Pape. Nous avons Damien Florio, manager du RCC Rugby Club Château-Renard. Jean-Michel Millet, manager du RCN Rugby Club Nîmois. Trois managers, comme on l'a dit dans le teasing, charismatiques et avec des convictions qui vont rendre forcément cette émission intéressante et dynamique. Et trois managers qui représentent les trois clubs historiques régionaux de la poule 2 de Fédéral 1, où on prendra le temps, bien entendu, de discuter sur cette poule. Messieurs, bonsoir. On est ravis de vous accueillir avec nous. On espère que vous allez passer un très bon moment avec nous. Vous allez voir, sur Big Pom, on a un ton sérieux et décalé à la fois. On va y retrouver les valeurs du rugby. Alors, en plus, c'est ce que j'allais te dire, Yvan. En plus d'avoir ces trois managers qui vont pouvoir nous parler rugby, on va avoir des guest stars. Il y en a déjà une qui est sur le plateau, Ariel Genin, sponsor officiel du Monde des Time Rugby avec la boutique Le Flanqueur à Lys-sur-Sorgue, la tenue officielle du Monde des Time. Ariel, comment vas-tu? L'homme le plus heureux du monde, hein, quand on a le bonheur de côtoyer des gens comme ça, dans cet état d'esprit surtout, qui plus est maintenant, à l'heure qu'il est, avec nos chers et tendres commentateurs habillés avec des références comme il se doit. Donc voilà, écoutez, le plus heureux du monde, toujours. Et on va avoir deux autres invités. Alors, on les excuse déjà, les amis. Ils sont un petit peu en retard. Ils ont un emploi du temps assez chargé. Mais je pense qu'ils ne vont pas tarder à nous rejoindre et vous les verrez arriver directement sur notre plateau avec un fidèle, un habitué. Le vrai. En plus, un habitué du Monde des Time que vous avez régulièrement vu avec nous l'année dernière. L'ami Jean-Marc Pigeot, le vrai Jean-Marc Pigeot. Hein. C'est pas un sosie, c'est pas une imitation. Vous le retrouvez vite quand il sera arrivé. Et aux côtés de Jean-Marc Pigeot, et je vous dis ça, mais je les vois, ils sont en train d'arriver. Ils sont simplement en train de passer entre les mains de l'habilleur, la maquilleuse et la coiffeuse. Ils en ont encore besoin. On va avoir notre président.
président de la Ligue Sud-PACA et vice-président de la FFR, Henri Mondino, qui sera aux côtés donc, de Jean-Marc Pigeot, donc nos deux guest stars de ce soir. Yvan, un plateau olympique. Un plateau parfaitement olympique. Alors, on les laisse se préparer, on les laisse s'installer. Hein. Ils vont nous rejoindre très rapidement sur le plateau. Et ce que je vous propose, c'est d'ores et déjà de vous évoquer le sommaire de notre Monday Time Rugby ce soir. Vous allez voir, de l'actualité, il y en a et on va passer un très bon moment. Alors, premièrement, on va revenir samedi soir, c'était rugby. On a vu l'équipe de France qui a joué contre le Pays de Galles. Très beau match. On va revenir sur ce match-là avec nos managers de Fédéralin. Bien entendu, on ne peut pas faire autrement. Actualité très chargée par rapport au Covid. On va revenir sur ce satané Covid et voir un petit peu comment aujourd'hui les clubs doivent s'adapter, les conséquences, comment font nos managers au quotidien. Donc on va revenir là-dessus. Avec nos trois managers, Yvan, poule 2 de la Fédérale 1, ils sont tous les trois dans la même poule. Certains d'entre eux même se sont déjà affrontés. D'autres vont s'affronter prochainement là, dans les jours qui viennent. On va revenir sur le début du championnat. Et puis, on va profiter d'avoir Henri Mondino pour revenir aussi un petit peu sur la Ligue Sud, avec notamment le bilan de la fusion des comités Côte d'Azur et comité de Provence. Et puis, on va aussi évoquer l'avenir à la fois pour la FFR, à la fois pour la Ligue Sud, mais aussi l'avenir avec nos trois managers sportifs. On va les laisser s'installer, Jean-Marc et Henri-Pierre. On les laisse tranquilles, ils sont en train de récupérer les micros. Allez, ce que je propose, c'est qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet, Yvan. C'est parfait. Avec notre match France-Pays de Galles. Un beau 38-21 avec du plaisir devant l'écran. Du caractère, d'incroyables talents, titrait l'équipe ce matin avec un axe 8, 9, 10, 12, 13 qui a vraiment donné de la consistance à cette équipe. Arnaud, c'est une analyse très rapide, mais tu peux qu'être d'accord sur cette analyse. Absolument, complètement charmé par cet axe qui est très fort. Une très grande maturité malgré le jeune âge de cette charnière. Antoine Dupont qui surprend sortie après sortie. Il a aujourd'hui une palette de jeux qui fait que c'est certainement la référence au poste actuellement. Donc absolument conquis par cette équipe. Je crois que le staff a fait un gros travail mental parce qu'on voit que cette équipe ne s'affole pas ou très peu, qu'elle est maître de son sujet. Voilà, le seul bémol, c'est de voir un match international avec des tribunes qui sont vides et qui, même à travers l'écran, ne nous permet pas de s'enthousiasmer comme on le souhaiterait. Oui, attristant. Tu parlais de Dupont, on peut rajouter Olivon aussi. On a des top players, on a vraiment des références dans notre championnat qui nous donnent des bonnes chances de grimper d'un échelon au niveau mondial. Ouais, on a une charnière qui commence à vraiment dominer le rugby mondial. Un Vakatawa qui est plus que surprenant, qui étouffe ses adversaires, qui crée l'incertitude au milieu du terrain, qui a une capacité à franchir dans les défenses avec aisance, comme être capable de réaliser des gestes un peu surprenants ou d'exception avec des passes que personne ne voit venir. Donc oui, il y a beaucoup d'atouts dans cette équipe. Je pense réellement que le travail qui a été fait par le staff portera ses fruits en 2023. Et aujourd'hui, même s'il est un peu tôt pour en parler, je pense que l'équipe de France sera un des favoris pour gagner enfin cette Coupe du Monde après laquelle on court depuis qu'elle a été créée. Depuis 87. Merci Arnaud. Yvan, pour autant, avec ce qu'on vient de dire, tout n'a pas été au mieux. Non, et ça a été quand même chahuté au sol. On a vu de l'indiscipline un petit peu. Est-ce que ça sera suffisant contre les Irlandais, Damien? Suffisant contre les Irlandais, c'est jamais suffisant. Hein. C'est une équipe toujours bien organisée, très disciplinée, qui sait aussi mettre beaucoup de pression avec beaucoup de ballons en l'air, donc une capacité à vite inverser les pressions. Moi, je pense quand même que cette équipe de France qu'on a vue contre le Pays de Galles, alors je ne cache pas que je l'ai vu à l'intermittence dans le bus, on rentrait de Mâcon. Je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe de France qui est compétitive et qui aujourd'hui n'a pas à rougir face aux autres nations. Aujourd'hui, on a de quoi rivaliser. On a, comme disait Arnaud, des joueurs aujourd'hui qui sont en train de prendre leur place petit à petit, qui sont en train aussi de s'affirmer. Donc aujourd'hui, je pense que l'Irlande sera une belle opposition. Ça va être une équipe sérieuse et je pense qu'aujourd'hui, la France est une équipe sérieuse aussi. Donc je pense que ça peut faire un très beau match. Mais un groupe qui vit bien. Oui, je pense qu'on a entendu les interviews d'après-match. Tout le monde a parlé de caractère, d'état d'esprit.
Jean-Michel, te connaissant un petit peu, je pense que c'est le fait que ces valeurs soient toujours d'actualité, ça te plaît, ça, non? Ouais, alors moi, je suis un peu dans le même cas que Damien. Ouais, que Damien. J'étais dans le minibus en rentrée de Villeurbanne, donc le match, j'ai pas pu le voir. Je l'ai regardé un petit peu. Parce que vous aviez bu trop de bière après le match ou... Non, parce que du coup, même je rebondis comme Arnaud, pas de buvette, pas d'alcool. Voilà. Quelle tristesse. L'esprit rugby qu'on perd un peu après avec les le victoires à Covid, l'extérieur. on y viendra un peu. Ouais. Non, après oui, je rejoins Damien et Arnaud sur la fraîcheur de l'équipe et puis sur cette génération montante en fait. C'est étonnant de voir des si jeunes joueurs être capables de faire une telle performance. Après, ouais, moi, ça me ravit aussi de trouver un peu cette grinta, cette envie de se surpasser, de retrouver un peu le côté caractère qu'on avait peut-être un peu perdu. Et contre les Irlandais, on les connaît, le fighting spirit, il va falloir quand même remettre le bleu de chauffe et s'envoyer, comme on dit. Mais je pense qu'il y a toutes les cartes à main pour y arriver. Oui, valeur importante parce qu'on a eu quand même, on l'a vu, un début de match un peu compliqué, avec des imprécisions, avec des ratés. Et cet essai qu'on prend d'entrée, effectivement, il a fallu se remobiliser. Et on a pu voir que les joueurs avaient rapidement su remettre le bleu de chauffe, très agressifs dans le combat. Et finalement, ils ont remis un peu la main sur le ballon. Ariel, toi, devant ton écran, tu t'es régalé avec ce match quand même. Moi, j'ai pris un énorme plaisir, si ce n'est pour rebondir sur ce que les techniciens, chose que je ne suis pas, nous disaient juste à l'instant. Moi, surtout, ce qui me fait sourire, ce qui me réconforte, c'est qu'on a retrouvé un petit peu l'esprit de l'équipe de France, c'est-à-dire se cabosser un petit peu, se faire mal. Arnaud le disait, des joueurs qui créent des espaces. Il semblerait que ces joueurs, depuis de nombreuses années maintenant, hein, on était resté sur notre fin, ont le plaisir de jouer ensemble. Et moi, c'est ce qui me rend le plus heureux, de voir des joueurs qui sont simplement bien ensemble. Et le fruit de la réussite, c'est peut-être aussi ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi je ne vis pas avec ce groupe, je ne connais pas ce groupe, il dégage une odeur que les joueurs sont bien ensemble. Et je crois que déjà dans le passé, notre génération, c'était sine qua non pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Il fallait que le groupe vive bien. Je pense que Fabien Galtier est en train de remettre un peu les aiguilles au bon endroit. Et si on pouvait finir par une victoire contre l'Irlande, je crois que ça serait de bon augure pour la suite. Tu parlais de prise d'intervalle. On a la chance d'avoir sur le plateau Franck Combat, qu'on salue, qui a participé aux grandes heures du RCT. Alors, juste pour poursuivre et en attendant que Henri Mondino et Jean-Marc Pigeot puissent nous rejoindre. La coiffeuse et la maquilleuse, elles ont du boulot. Non, moi je voudrais quand même rester sur l'équipe de France et peut-être en attendant qu'Henri et Jean-Marc nous rejoignent, évoquer un autre sujet avec vous, messieurs les managers, et avoir aussi un petit peu votre ressenti. Là, on vient de parler d'image, de valeur. Cette équipe, on a pris du plaisir à la voir jouer, on a retrouvé des valeurs. On a vu un beau match, on s'est régalé samedi soir. Mais avant samedi, on a eu un petit peu d'incertitude dans les discussions entre la FFR et la Ligue sur les 6 matchs, avec une négociation qui n'a pas été simple. Alors finalement, heureusement, donc il y a un accord qui a été trouvé entre la FFR et la LNR, avec ces 6 matchs qui vont avoir lieu, mais où notre sélectionneur Fabien Galtier ne pourra faire jouer que 3 matchs par joueur. Alors déjà, vous, c'est quoi votre perception de ça ? Est-ce que Fabien Galtier va pouvoir bien travailler? Est-ce que c'est l'occasion pour lui de faire une revue d'effectifs avant 2023, de commencer à travailler les jeunes, de bien finir le tournoi? C'est quoi votre perception, Damien, si je commence avec toi? Moi, je trouve que d'un côté, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a le Pays de Galles qui est un match de préparation pour le match de l'Irlande. Derrière, on va jouer les Fidji. Après, on a l'Écosse. Et après, on a l'Italie. Donc, en fait, on a fait un peu montant et descendant, d'accord, dans la notion de travail. Aujourd'hui, on a des jeunes joueurs qui, dans le championnat top 14, pointent leur bout du nez, qui n'ont pas encore spécialement la capacité d'avoir du temps de jeu au niveau national. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont identifiés joueurs nationaux et qui ont le mérite de pouvoir faire ces 3 matchs avec l'équipe de France, parce qu'on en a besoin aussi, on parlait tout à l'heure, hein, les Dupont, la charnière, tous ces joueurs-là.
Et je trouve que c'est bien parce que ça va pouvoir aussi nous permettre de voir éclore peut-être de nouveaux joueurs et leur donner du temps de jeu sur ce niveau-là et que ça soit un temps de jeu d'apprentissage au niveau national, au niveau international. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors après, je comprends aussi les clubs top 14 qui aujourd'hui ont besoin de leurs joueurs. On voit le championnat ce week-end, on voit les résultats qu'il y a eu ce week-end dans le championnat. On voit que les équipes qui ont quand même beaucoup de joueurs internationaux sont quand même impactées. Mais de notre côté, ça va libérer des places pour que d'autres jeunes joueurs viennent montrer leur bout du nez et montrer de quoi ils sont capables au niveau international. Parce qu'on a quand même une équipe de France moins de 20 qui est performante depuis 4 ans. Il y a des jeunes là-dedans qui peut-être méritent de commencer leur apprentissage au niveau international avec l'équipe A. Et pour ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Jean-Michel, par rapport à ce que vient de dire Damien, c'est effectivement une très bonne chose. On comprend effectivement les équipes de top 14 avec des enjeux économiques peut-être très importants, avec une saison en plus compliquée, on le voit avec des stades vides. Pour autant, si on regarde les autres sélections au niveau international, il y a quand même plutôt toujours régulièrement une vraie préférence qui est faite pour l'équipe nationale et on essaie toujours de mettre en exergue l'équipe nationale. Donc même si on comprend ces enjeux, quand on voit aujourd'hui les effectifs qu'il y a dans les clubs pro, est-ce que on n'aurait pas dû trouver un accord plus tôt ou plus en amont pour pouvoir favoriser cette équipe de France avec cette Coupe du Monde 2023 qui arrive chez nous? Après, je pense que c'est la question qu'on se pose depuis 1000 ans. Les autres nations, comme les Blacks, ont trouvé une solution. Ils ont fait un squad qui est payé par la fédération, etc. Nous, on tergiverse entre les équipes pro, le top 14, l'équipe de France nationale. On ne sait pas qui est avantagé ou comment œuvrer pour que tout le monde s'y retrouve. Donc moi, je me mets à la place du Gomola aujourd'hui qui se voit amputé de 8 joueurs pour jouer ce match championnat. D'un autre côté, l'important, c'est quand même l'équipe de France. Donc on se retrouve systématiquement entre le marteau et la glume, j'imagine, quand on est manager de top 14, à vouloir bien faire. Et puis ça reste très compliqué parce que quand on voit ces 8 meilleurs joueurs partir jouer pendant un certain temps, pendant 2 mois, quand c'est la période de la Coupe du Monde, effectivement, c'est très compliqué à vivre. Après, comme le dit Damien, ça permet aussi dans les clubs de donner du temps de jeu à des joueurs plus jeunes et d'arriver à peut-être à performer un peu plus tard. Mais ça doit être très très compliqué à gérer. Ouais. Alors, Arnaud, moi si je reviens sur ce que Jean-Michel vient de dire, on vient de dire de voir des jeunes joueurs éclore dans les clubs. Effectivement, ça a toujours servi ces périodes de doublons à faire ressortir des jeunes talents qui à un moment donné ont pu montrer toute leur étendue rugbystique sur le terrain. Tu as parlé tout à l'heure de cette charnière relativement jeune, Dupont et Ntamak, avec pourtant, malgré leur jeune âge, des qualités extraordinaires et un niveau rugbystique que peut-être certaines nations doivent commencer à nous envier. Est-ce que dans ce que tu regardes aujourd'hui au niveau du top 14 et en préparation toujours de cette Coupe du Monde 2023 avec ces 3 matchs où il va falloir que Fabien Galtier fasse un turnover, tu as envie de voir des jeunes testés au niveau international? Je crois qu'on a tous envie on a tous plus ou moins des préférences pour certains joueurs. On aimerait les voir porter le maillot de l'équipe de France. Après, à situation exceptionnelle, il fallait prendre des mesures exceptionnelles. Je crois qu'il y a eu de l'apaisement entre la FFR et la LNR. En ce sens, l'année dernière, la création du Super 7 a déjà permis d'avoir une couverture à la fois médiatique et un rayonnement sur de jeunes joueurs qui étaient intéressants. Bien entendu, dans la continuité, si on peut voir certains joueurs comme Gibert, comme Sébastien Bézi qui peut revenir, comme Jalibert, comme j'ai vu, comme Carbonel. Mais bon, il y en a tellement. Et puis, je crois qu'on a beaucoup de ressources en termes de joueurs. Et après, il est évident qu'aujourd'hui, si on veut arriver à gagner cette Coupe du Monde, il faut être à fond derrière le staff de l'équipe de France, qui est, je pense, à la fois très équilibré, très compétent, qui montre une grande envie et une grande détermination pour sublimer les joueurs. Il faut être derrière, faisons leur confiance, et puis certainement qu'en 2023, on pourra enfin toucher le sésame tant attendu. Ok. Alors, je me tourne vers la régie. Est-ce que le micro de Henri fonctionne? Eh bien, Henri, bienvenue.
Bonsoir. On est très ravis de t'accueillir ce soir avec nous. Comment vas-tu tout d'abord? Je vais très très bien, merci, vous aussi. Nickel. Bon, Ça bah, va. super. Ça va. Bon, comme tu peux le voir, on a démarré par le sujet de l'équipe de France, parce qu'on a vu un très très beau match samedi soir. Avant de revenir sur le sujet qu'on était en train d'évoquer, comment toi tu as trouvé ce match samedi soir? Parce que en tant que vice-président de la FFR, c'est quand même un match qui a renvoyé une belle image de cette équipe de France avec de l'envie, avec des valeurs, avec du jeu. Enfin, encore une fois, on le redit, hein, mais on s'est régalé à les voir jouer samedi soir, quoi. Ouais, je crois que le projet a démarré avec les moins de 20 ans. Il y a voilà, maintenant presque 3 saisons. Il y a un choix stratégique et politique que le président a peut-être un peu imposé au départ, mais c'est sa connaissance du rugby aujourd'hui l'honore, parce qu'on voit arriver des talents, de jeunes talents qui sont encadrés par des joueurs de bonne expérience. Avant de parler du staff de l'équipe de France, je pense qu'il y a un projet et un consensus qui est autour de Fabien et qui est porté par les managers et les entraîneurs du top 14 de la Pro D2. Je trouve que ça c'est très intéressant, cet échange permanent. Le diagnostic est fait de chaque joueur, y compris sur le plan de leur santé, de la santé collective aussi du groupe. Et la concertation et la co-construction permettent aujourd'hui d'avoir un certain nombre de résultats. La prestation de 60 minutes samedi soir est plutôt très agréable. Une entame qui est particulière, mais ça vous l'avez tous remarqué. Il ne faut pas être grand clair pour se dire qu'on a mal commencé le match. Après, il y a des attitudes, il y a des postures qui nous paraissent très intéressante pour les matchs à venir, pour la saison à venir. Il y a un tournoi derrière. Je pense que l'équipe de France a un vrai ennemi, hein, c'est la Covid. Ça, c'est l'ennemi mortel de tous les individus, tous les citoyens du monde. L'équipe de France fait partie d'une république. Et bien évidemment que tout doit se faire en concertation avec beaucoup de bienveillance pour que ça fonctionne toujours aussi bien. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des matchs peut-être ratés aussi. Et on espère que tout se passe pour le mieux. C'est très bien parce qu'on est en plein dans la transition. Merci, merci Henri-Pierre. Malheureusement, oui, on le voit, le rugby n'est pas du tout, ou n'est pas forcément épargné par ce Covid. Entre les installations fermées, les matchs annulés, les buvettes qui ne fonctionnent pas, les cas positifs à gérer, on va de situation ubuesque en situation ubuesque. Arnaud, ça doit être compliqué de mener un groupe d'hommes devant autant d'incertitudes, non? C'est compliqué, mais comme toutes les corporations professionnelles sont en train de vivre, on est dans une situation qui est tellement atypique qu'on n'a jamais rencontrée. Obligatoirement, on est amené à s'adapter jour après jour. Je crois qu'aujourd'hui, notre adversaire, c'est plus Nîmes, c'est plus Château-Renard, c'est plus Vienne. Enfin, je crois qu'on fait tous front pour essayer de pérenniser le rugby, parce qu'on a, comme l'a très bien souligné Henri, on a un ennemi, c'est ce virus, cette pandémie qui peut à tout moment décider d'arrêter notre pratique, qui est vraiment notre passion. Mais il faut regarder un peu plus loin que nous, quoi. Il faut avoir aussi une pensée pour toutes les autres corporations, les restaurateurs, les tenants de bars, de discothèques, les hôtels et tous les prestataires qui leur sont dérivés, quoi. C'est très compliqué et on est solidaires d'eux, comme eux doivent être solidaires du sport. Alors on s'adapte, on essaye d'ouvrir une petite fenêtre de bonheur aux personnes qui viennent nous voir, mais bon, il y a beaucoup de craintes, quoi. Les stades sont pas vraiment, n'atteignent pas la jauge des 1000 personnes. Le fait qu'il n'y ait pas de buvette, le fait qu'il n'y ait plus cet aspect convivial, on a besoin, nous, de se rapprocher, quoi. On fait un sport qui nécessite, on est tactile, on a besoin de solidarité, de proximité. Aujourd'hui, on nous enlève ça. Alors le on, malheureusement, est à la fois impersonnel et malhonnête, parce qu'on ne sait pas qui c'est, mais malheureusement, on fait tous front contre cette épidémie. Et j'ai trouvé dans tous les clubs avec lesquels on a échangé beaucoup de solidarité. Oui, c'est une solidarité qui ressort. La situation particulière, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'on n'a pas commencé la saison, quoi. Il y a pas, on vibre peu, il n'y a pas un enthousiasme débordant. Et même si on va parler de derby, même si on va parler d'oppositions qui vont être plus ou moins contrastées, j'ai un peu le sentiment qu'on est sur une saison qui est très 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 particulière.
Damien, j'ai un peu la même question, avec peut-être une petite nuance, parce que est-ce que c'est un paramètre, toi, que tu avais pris en considération lors de ta prise de fonction au printemps? Sur le début de championnat, sur la préparation d'avant-saison, effectivement, on était obligé de le prendre en considération parce qu'on était en plein dedans. On sortait de 3 mois de confinement, donc on ne savait pas où on allait. Mais on pensait que ça allait s'éclaircir et que ça allait aller de mieux en mieux. Et puis on s'avère que c'est l'inverse. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans une situation qui est très compliquée et pour tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que la santé et l'intégrité des joueurs est plus importante aujourd'hui que malheureusement que notre sport aujourd'hui. Non, honnêtement, je n'avais pas anticipé qu'en août, septembre, octobre, je sois dans ces conditions-là et avec ces difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. On l'avait anticipé sur le mois de juin, sur le mois de juillet, sur la préparation, avec les différentes étapes que la Fédération française avait mis en place, donc on avait suivi les protocoles. Mais on pensait que ça allait rentrer dans l'ordre petit à petit. Et puis on s'avère qu'aujourd'hui, on voit que ça ne rentre pas dans l'ordre. Aujourd'hui, les championnats sont impactés, il y a beaucoup de reports. Les conditions, comme disait Arnaud, nos conditions, nous, qu'on aime dans notre sport, le côté tactile, le côté chaleureux, le côté très humain, aujourd'hui, malheureusement, il n'y est plus. Et ça complique la préparation et ça complique plein de choses. Et ça complique notre championnat. Mais, malgré tout ça, on essaye de faire face, de trouver des solutions, on s'adapte. Alors, vivre avec. C'est compliqué, hein, parce que je prends la semaine dernière, je vais à Mâcon le samedi, le lundi, j'ai un Covid. Tout le monde est à l'arrêt. Mardi, on teste. On n'a pas d'entraînement mardi soir. Mercredi, on voulait s'entraîner, mais on n'avait pas les résultats parce que ça buguait. Donc on s'est retrouvé à pas s'entraîner mercredi. Ou alors on a fait des 9 personnes avec un entraîneur et on a dit au pire, on isolera 9 personnes. Ça a avéré qu'on en avait 0 positif. Donc jeudi, on a approuvé l'entraînement. Vendredi, mise en place. Et samedi, on est parti à Mâcon. Et samedi, vous avez fait match pendant 80 minutes, vous êtes rentré dedans. Alors, c'est ça et à la fin du match, pas de douche. Non, mais c'est ça qui est aberrant. C'est qu'on arrive, pas de vestiaire. On a fait 4 heures de bus avec les espoirs, on est 60 dans le bus. 4 heures aller, 4 heures retour. Pas de vestiaire, pas de douche. Mais par contre, pendant 80 minutes, 23 contre 23, on fait des mêlées, on se roule par terre, on se chicore, on s'attrape. Après, je sais que c'est pas la faute de la Fédération française de rugby, et ni la Ligue. Tout le monde fait comme il peut. Aujourd'hui, il y a des hauts responsables qui prennent des décisions, il faut les respecter, on les respecte. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit côté de non-sens quand même. Voilà. Très bien. Mais par contre, on fait avec. Mais ce n'est pas des excuses. Hein. Jean-Michel, je me tourne vers toi parce que je te connais très remonté. Hein, pour preuve ta communication sur les réseaux sociaux que je suis avec une grande attention. Allez, dis-nous un peu tout ce que tu as sur le cœur, Jean-Michel. C'est pas remonté, c'est comme Damien le dit, c'est ubuesque en fait. On ne peut pas nous autoriser à jouer au rugby, nous enlever les buvettes, nous enlever l'accès au vestiaire, de se doucher. Et là, c'est le monde du rugby qui est impacté, mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Après, chacun a son avis. On devient tous un peu experts de choses qu'on ne maîtrise pas, effectivement. Mais là, au milieu du rugby, c'est compliqué. Nous, on a encore appris aujourd'hui qu'il fallait qu'on s'arrête les entraînements à 20h. Donc, ça veut dire que les gars qui travaillent, parce qu'on est malgré tout dans un monde amateur, même si c'est semi-amateur, mais les mecs qui finissent de bosser à 18h30, si on doit s'arrêter de s'entraîner à 20h, ça va être des entraînements de 45 minutes. Il faudra qu'ils soient rentrés chez eux avant 21h. Enfin, voilà, comme l'a dit Damien, on s'adapte. C'est de l'adaptation. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas si on va continuer à jouer, on ne sait pas sous quel format, on ne sait pas s'il y aura des gens qui vont venir au stade, est-ce que ça sera des huis clos, on ne sait pas trop. Donc la situation, effectivement, elle m'agace un peu. Le on d'Arnaud, effectivement, on ne le sait pas. Pourquoi c'est comme ça? Peut-être que c'est avéré que la deuxième vague est là et que tout ce qui est mis en place est nécessaire. Alors il faut faire attention avec le on, Jean-Michel. Tu sais que le on, on dit article indéfini qui qualifie le con qui l'emploie. D'accord. du coup, on est un con. Ouais. Non, mais voilà, le rugby doit être un plaisir, je pense, autant pour nous en tant qu'entraîneurs que pour les joueurs, que pour les spectateurs, que pour tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne s'y retrouve pas, quoi. Arnaud a totalement raison, la saison, elle n'a pas véritablement commencé. Premier match pour nous, c'est hier soir, il est annulé parce qu'on a 14 cas Covid. On a voulu faire les choses en règle, faire tester la globalité de l'effectif. Il se trouve que voilà, on a 14 cas Covid, donc on ne peut pas démarrer. On était parti sur un calendrier avec une planification qui était par rapport au premier match qu'on devait recevoir. C'est décalé. Je sais que Château est encore plus impacté que nous.
Ça devient compliqué, difficile et fatigant. Ouais. Fatigant parce que... Et un peu frustrant de ne pas pouvoir fêter 2 victoires à l'extérieur. C'est ça, ouais. Hein. En plus, ouais, c'est 3 victoires. 2 victoires à l'extérieur et 2 Oui, mais surtout les 2 victoires à l'extérieur. C'est le rituel d'une victoire à l'extérieur. Ouais, mais c'est frustrant de ne pas pouvoir non plus... partager des moments. Non, mais à la fin de Draïcy, de monter sur les tables, chanter, retrouver le rugby d'antan, c'est pas possible. Et voilà, ça c'est frustrant. Ouais. Parce que quoi qu'il en soit, même si on est en Fédéral 1, pour moi c'est une aventure humaine, elle doit se... Quand il y a la victoire, on doit se fêter. Alors là, aujourd'hui, c'est comme ça, et ben, on va attendre que ça passe, on va courber les chines et on va passer. Un gros merdier, Ariel, non? Et Jean-Marc va venir nous rejoindre parce qu'il a son avis aussi dessus. Mais un gros merdier, non? Ouais, moi je vois ça de l'extérieur, je trouve ça très monotone. Des stades vides, j'ai eu la chance de côtoyer les terrains pendant de nombreuses années et c'est vrai que dans des moments difficiles, quand vous jouez chez vous, il y a peut-être le public qui vous redonne un petit peu de moteur, d'essence à remettre dans le moteur. Donc déjà, je pense aux joueurs, c'est très compliqué. Après, on a des préparateurs avec nous, avec des techniciens. Je crois que c'est encore plus compliqué pour eux, parce que comme on vient de vous le dire, on improvise. On improvise, un coup on s'entraîne pas. Michel vient de dire, bon là maintenant c'est le couvre-feu. Les joueurs vont-ils pouvoir s'entraîner, pas s'entraîner? Est-ce qu'ils vont être préparés physiquement pour pouvoir jouer le dimanche 80 minutes? Enfin voilà, c'est tout ça. Et puis après, de l'autre côté, vous avez les instances, alors c'est-à-dire vous avez les dirigeants de club qui sont garants de tout ça. Et je veux dire, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez la Fédé, vous avez la Ligue qui rentrent en compte là-dessus et qui sont des garants aussi de tout ça. Donc quand vous mettez ça dans ce panier, c'est un grand méli-mélo. Mais moi j'ai un grand regret, c'est que malheureusement les stades se vident de plus en plus, hein, puisque les jauges sont diminuées de jour en jour. Peut-être pour de bonnes raisons, hein, attention, je minimise surtout pas cette épidémie. Mais pour le sport et surtout le rugby que l'on adule et qui nous rend heureux, c'est dramatique. Voilà, c'est dramatique parce que je pense que même les joueurs ne jouent pas ne jouent pas leur rôle à fond, tout simplement. Vous pouvez pas ne pas vous entraîner comme il faut. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai eu des entraîneurs qui disaient souvent, on jouera le dimanche comme on s'entraîne la semaine. Si vous commencez, comme disait Michel, à vous entraîner 45 minutes, je pense que au fil du championnat, on va avoir des fins de match difficiles, quoi. On va manquer de rythme. Voilà, je pense. Malheureusement, il faudra faire avec. Ça sera la saison 2020, enfin l'année 2020, hein, comme on disait, sera une année à part. Elle sera aussi pour le rugby. Il faut la passer, il faut se serrer les coudes. Et je crois que la force dans le rugby, c'est ça, se serrer les coudes. Comme disait justement Arnaud, les clubs font front ensemble et ça, c'est bien. Yvan, notre second guest star nous a rejoint. Et il vient sur un moment qui lui aussi l'intéresse fortement. On voit que la maquilleuse a mis du temps quand même avec Jean-Marc. Hein. Il y a de la surface. Surtout au niveau du manteau. Comment vas-tu, Jean-Marc? Nickel, ça va. On en parlait samedi. On en parlait samedi, parce que là on l'a vu par le prisme du sport, par le prisme du rugby. Mais je crois que c'est Henri et Arnaud qui en ont parlé. Il y a la notion aussi il y a des professionnels qui souffrent, et tu en fais partie, puisque tu as un établissement pour manger et pour boire un canon. Comment ça évolue? Toi, ce qui te gênait, c'était le fait que ça changeait trop souvent. Ah, bien sûr, ça c'est un problème de vie professionnelle, ça. Un problème d'organisation, c'est comme j'entends les managers. Comme un club. Voilà, c'est comme un club. Depuis le 28 août, ça fait 5 fois qu'on change d'horaire de fonctionnement. Tu ne peux pas te projeter dans la durée, on nous annonce plein de choses. Après, je comprends que tout le monde soit un peu dans l'expectative dehors. Bon, nous, il faut qu'on fasse gameler toute la famille, il faut qu'on fasse gameler tous les millions qui travaillent avec nous, on est dans le flou. Hein, voilà. C'est la même problématique pour les clubs, hein, parce qu'il faut... Voilà, après, tous les changements de rythme ne sont pas bons. Oui. Voilà, c'est pour ça que le problème de nos métiers est un peu... en ce moment, on est dans le mur, quoi. Mais bon, ça fait partie de notre nouvelle vie. Et on va la suivre. Alors, Jean-Marc, tu as parlé effectivement du côté professionnel. On peut faire des parallèles entre le monde professionnel et le monde sportif. Et donc là, je voudrais avoir l'avis d'Henri. On en a parlé, les clubs aujourd'hui, problème logistique, on les évoquait, problème aujourd'hui dans la continuité des entraînements.
problématique économique avec la jauge. Saison 2020-2021, elle va être compliquée. Alors aujourd'hui, on l'avait vu même déjà en fin de saison dernière avec la Fédé qui avait pris des dispositions. Henri, c'est compliqué pour les clubs en ce moment. C'est compliqué pour les clubs, tous les clubs, ceux qui sont professionnels et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont semi-professionnels tout autant que les professionnels. Nous sommes sous des informations qui sont surprenantes parce qu'elles sont légitimes, mais à la fois on aurait tendance à ne pas prendre tout au sérieux parce que nous sommes 68 millions d'experts en médecine et en communication parfois. Arnaud l'a souligné, l'intégrité, la santé, enfin, tout le monde le souligne, hein, c'est plus que tout, hein, les valeurs essentielles de la vie, elles sont dans le creuset de la santé morale aussi. Et malgré un plan de relance qui a été unique, qui a été suivi après par plusieurs fédérations, heureusement que nous l'avons mis en place, les clubs se retrouvent encore dans le dur. Donc la question est que nous allons poser sans doute demain soir, au travers de plusieurs consultations. On y a passé, bien sûr qu'on y est tous les jours, hein. On est dans plusieurs cellules. Aujourd'hui, on y était dans 4 cellules différentes pour que demain on arrive dans une cellule qui sera quasiment définitive avant un bureau fédéral qui va orienter sur la consultation par voie de référendum de tous les clubs pour connaître vraiment l'attitude, j'allais dire la posture, mais certainement pas, mais l'attitude à tenir. L'attitude, elle est, le gouvernement, l'ARS et les préfets risquent de nous demander, je mets ça au conditionnel parce qu'on ne le saura que demain après-midi, Bernard était dans les ministères aujourd'hui, risquent de nous demander d'arrêter définitivement le rugby. Définitivement pour les 3 prochaines semaines, avec un renouvellement peut-être de 6 semaines. C'est au conditionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait pu accès au vestiaire, on ne pourrait plus s'entraîner, on ne pourrait plus jouer. C'est un drame. Hein. C'est un drame, et je ne sais pas qu'un drame économique pour les clubs. C'est surtout un drame humain. Et moi qui ai une vision plutôt très sociale de notre sport, il y aura des conséquences qui vont être terribles. Je pense, je disais tout à l'heure que j'ai testé cette position, cette posture devant des enfants hier après-midi parce que j'ai assisté à hier Carqueran contre la Seine et j'avais des tas de gamins, je leur ai posé la question ainsi et pour eux, sans sport, il y a encore moins de visibilité parce qu'ils peuvent aller à l'école mais ils ne pourront pas aller faire du sport. Donc on est dans une confusion totale, je comprends les collègues qui peuvent être amers. Les 2 questions, c'est est-ce qu'on fait un stop and go pendant 6, 8 semaines pour laisser passer une période économique et festive la meilleure possible en santé et en conscience à tout le monde, ce sont les fêtes de Noël. Et on reprendrait une saison au mois de janvier. Et là se pose la vraie question, c'est, je pense que pour une première, on doit le poser aux entraîneurs qui sont là, aux managers. C'est est-ce que la saison, on la reprend sur un rythme, je dirais, traditionnel, sans phase finale. Et on s'est tous levés un jour en se disant, moi je fais ce sport parce que je serai en phase finale et que je deviendrai champion de France. Et de 4e série, de Balambrade en fédéral, on est animé par cela parce que ça a un goût très particulier. Donc c'est ça. Ou est-ce qu'on s'engage sur une deuxième voie qui est de dire, on fait le stop and go. Et en même temps, on va un peu plus loin dans la saison, mais là c'est un remue-ménage complet, parce que là aussi, ils doivent s'exprimer. Alors moi, c'est un peu mon point de vue, hein. C'est on joue jusqu'à fin août. Le congrès de la fédération, c'est un épiphénomène. On le fait quand on pourra le faire. C'est un épiphénomène, c'est statutaire, c'est réglementaire, mais si on le fait fin août, après les finales des championnats de France, moi ça ne me gêne pas, mais ça pose la question de juillet-août, des vacances des joueurs, de la vacance, de la mise à disposition des infrastructures. C'est très contraint aujourd'hui. Est-ce qu'en juillet-août, on aura accès au terrain? Est-ce que quand les terrains seront en réensemencement, est-ce qu'on pourra y retourner dessus pour continuer à s'entraîner et pour jouer?
C'est une question qu'on doit partager. Alors le référendum, c'est bien évidemment hyper démocratique, mais c'est une arme aussi à double tranchant parce qu'on va avoir 1940 avis. Et la problématique des 4e séries aujourd'hui n'est certainement pas celle ou des loisirs, n'est certainement pas celle de nos collègues ce soir. Il va falloir faire un tri, donc on a provoqué un bureau directeur exceptionnel demain soir et un comité directeur qui était prévu le 14 novembre pour trancher là-dessus, mais avec la contrainte des annonces gouvernementales et des demandes d'application de l'ARS, parce que selon les ARS, c'est différent. Aujourd'hui en Bretagne, tout le monde peut jouer. Chez nous, on va être contraint de ne plus jouer demain, chez nous en région sud. Hein. Donc, et dans la région sud, il y a des départements qui pourraient jouer et s'entraîner, et d'autres qui ne peuvent plus s'entraîner et plus jouer. Alors, qui pourraient jouer sans mise à disposition de vestiaires, en n'ayant que le stade, mais sans gardien, parce que le gardien engage la responsabilité de l'organisateur, enfin du co-organisateur, c'est-à-dire le propriétaire du stade. Alors je rejoins notre collègue, c'est plus qu'ubu, hein. Je ne sais pas si dans le théâtre on a vu quelque chose de plus qu'ubu, parce que moi personnellement, d'abord ça m'angoisse énormément, je ne voudrais pas être à leur place, mais à la mienne, je ne sais pas qui est-ce qui voudrait y être, Didier Ménet, et que j'accueille avec plaisir, parce qu'en plus c'est vraiment un super pote, mais c'est une vraie difficulté parce qu'on n'a plus de repères, quoi. Alors on n'a plus de repères. Et ça se joint aussi avec nos vies personnelles, parce qu'on n'a plus de repères dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, parce que les enfants vont à l'école, ils n'y vont plus, il faut les garder, pas les garder, les parents. Moi je suis grand-père, il y en a un qui joue au rugby, je ne sais plus quoi lui dire, en baby, s'il doit y aller, pas y aller, on n'y comprend plus, la prise de risque est énorme. On est dans la confusion la plus totale. Nous aurons à trancher ce que nous allons prendre comme décision, que je ne connais pas aujourd'hui après la consultation. Elle ne va pas ravir la totalité des gens. Donc il faudra gérer aussi non pas par riposte, mais un état de crise qui est humaine. Donc c'est un exercice qui est très formateur, mais qui est particulièrement difficile. Alors ce que tu nous dis là, Henri, je fais référence à ce qu'a annoncé Serge Simon samedi soir, avec un discours qui va être tenu demain soir. Et en gros, à l'issue de cette consultation, vous aurez la responsabilité de trancher entre le retour que vous aurez des clubs et finalement les décisions gouvernementales qui s'imposent à tous, parce que là on fait un zoom effectivement sur notre sport, on est tous des amateurs de rugby, je disais tout à l'heure, on s'est tous levés à un moment donné quand on jouait pour dire on va faire des phases finales, mais aujourd'hui on a des décisions gouvernementales, Jean-Marc en parlait tout à l'heure, on le voit, qui aujourd'hui sont délicates, y compris pour certains secteurs d'activité. Arnaud parlait tout à l'heure de solidarité et je pense qu'effectivement on traverse une période tous difficile, on le voit. J'en profite d'ailleurs pour saluer le corps médical aujourd'hui qui est dans le dur, heureusement qu'on peut s'appuyer sur les soignants, mais cette décision là qui va arriver et le discours demain soir, ça va être lourd de conséquences dans les mois qui viennent pour tous nos joueurs. Et tu en parlais, d'un point de vue sportif, d'un point de vue social, on est au-delà du confinement même. Hein. Demain soir, c'est l'organisation de la consultation. Hein, ouais. Avec le conseil des scientifiques, s'est réuni dans une cuque que mènent Serge et Bernard. On a essayé de mêler le pouvoir politique, les scientifiques, les praticiens du rugby, pour essayer d'être le plus juste possible. Mais quelle est notre justesse ? C'est-à-dire, moi je ne suis plus qu'un dirigeant du rugby, ils sont pratiquants, certains sont professionnels, puis on a nos collègues qui sont des amateurs de loisirs. La décision, elle va être terrible, Je crois que nous étions ensemble le jour où on a appris qu'on allait être confinés, c'était pour le match France-Écosse. Moi je ne l'ai jamais cru, mais jamais, je ne l'ai jamais cru. Et j'ai eu un coup de téléphone parce qu'un directeur de cabinet s'est trompé, il croyait appeler Bernard Laporte, il m'a appelé en me disant « Vous ne pourrez pas jouer l'Irlande samedi prochain ». Je ne l'ai pas cru, mais parce que c'était incroyable. Et cette situation que nous traversons, tous les jours, elle est incroyable. Et, je te rejoins, on n'avait pas pu l'imaginer. On s'était dit, après ce passage un peu discret et secret de l'été, on pourra reprendre normalement. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas une reprise normale. Je suis d'accord avec Arnaud. La saison, mais je crois qu'on est tous d'accord, elle n'a pas démarré.
On est dans quelque chose de bizarre qu'on n'a jamais rencontré, où il faut de l'imagination, il faut s'adapter, se réinventer sans cesse et réinventer des process et en essayant de respecter toutes les règles sanitaires qu'on nous impose, dont certaines qu'on peut trouver comme surprenantes. Je sais de quoi je parle, j'ai été dans une forme Covid la plus violente qui a existé. Je sais que ce que ça provoque comme douleur, y compris mentale, et je le souhaite à personne. Mais en même temps, moi je suis très partagé parce que je me dis, pourvu que le minimum possible puisse vivre cela, ça serait voilà, que personne ne puisse être infecté. Donc quand on met des garçons dans un vestiaire, dans un bus, sur un terrain, en mêlée ou dans un ruck, on prend un risque très très fort. On a plus de, moi j'ai plus de repères. Alors Henri, juste pour terminer, parce que le sujet que tu évoques, tu représentes aujourd'hui toi le rugby amateur en France, et ça concerne tous les clubs, tu le disais, du loisir aux féminines, aux jeunes, jusqu'aux représentants des clubs de fédéralins qu'on a ici présents. C'est effectivement un sujet qui va être difficile avec une décision qui va prendre un trop lourd de conséquences. Donc demain soir, le lancement de la consultation. On a une idée du calendrier sur la décision. C'est que, en gros, là je parle à tous les rugbymen qui nous regardent. Dimanche prochain, ils pourront encore jouer. Ou peut-être que déjà avant, il y aura eu les résultats de la consultation. Et peut-être que déjà dimanche prochain, il y a des matchs qui ne se tiendront pas. D'une manière comme ça brutale, je suis incapable de répondre. Je serais fiefé menteur. La consultation risque de durer un peu plus que... D'abord, on attend des nouvelles qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Alors, on nous dit que jeudi, il y aurait une prise de parole du Premier ministre ou du Président de la République à nouveau. Pour 42 puis 73 départements, on est quand même dans la confusion. Je pense que d'ici ce week-end, il n'y aura pas une décision qui sera définitive. Je pense que la sagesse sera de consulter l'ensemble du rugby français et de toutes ses sphères. Et Karim, je te rejoins, je suis en responsabilité sur le rugby amateur, mais il faut aussi qu'on consulte les professionnels, parce que je rejoins notre collègue, les matchs s'annoncent complètement à huis clos. Ça pose des problèmes là, en plus économiques, avec des masses salariales qui sont... j'ai rencontré par téléphone hier et aujourd'hui 2 présidents de clubs professionnels, c'est un drame. Hein. C'est un drame. Certains parlent de dépôt de bilan avant Noël, donc avec toutes les conséquences et qu'on n'a jamais connues dans le rugby, hein, ou d'une manière accessoire sur une déviance ou deux. Mais il faudrait être extrêmement solidaire, les égos les laisser même pas au vestiaire, sur le parking, et trouver ensemble les meilleures solutions qui satisfassent le plus grand nombre. C'est un vrai challenge, quoi. Merci Henri pour cette transparence dans ce discours. On va suivre effectivement le lancement de la consultation dès demain. On va suivre aussi les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics et on verra comment les prochains jours et les prochaines semaines vont se passer pour le rugby. En attendant, ce que je vous propose, les amis, on va parler de sport. Et Yvan, plutôt que de parler éventuellement des matchs qui n'auront pas lieu à l'avenir, si on parlait déjà, même si Arnaud disait tout à l'heure que la saison n'a pas complètement démarré, dans l'esprit elle n'a pas complètement démarré, mais par contre il y a déjà eu des matchs, notamment pour les 3 managers qu'on a sur le plateau, si on revenait un petit peu sur ces matchs-là. Allez, tout à fait. Bon, c'est vrai que ce début de saison a été très perturbé par cette année Covid. On va demander à la régie de nous envoyer les résultats, mais on a eu quand même Bédaride Châteauneuf du Pape, qui a joué 4 matchs et qui a gagné 4 fois. Nîmes qui a fait 5 matchs. Avec 3 victoires. Château qui a joué tous ses matchs à l'extérieur et qui est à 4 défaites. On retrouve Vienne, Mâcon et Béda en tête d'affiche, qui sont quand même les équipes qui étaient annoncées comme puissantes. Mais Vienne à 5 matchs, Mâcon à 6 matchs et Béda à 4 matchs. Vous voyez, quand je disais que le championnat était perturbé, c'est qu'il l'est perturbé. Hein. Mais on va faire un focus sur ces 4 matchs de Bédaride. 4 matchs gagnés, dont 2 à l'extérieur, Arnaud, c'est ça? Un début de saison rêvé, un petit peu dans la continuité de la saison dernière? Non, c'est pas un début de saison rêvé, parce que la situation actuelle, on voudrait l'écarter complètement. Elle casse le rêve.
On va dire que comptablement, c'est très très bien. Ça valide le travail qui a été commencé par le staff technique de l'année dernière, Cédric Despal et Philippe Laborde, pour lequel j'ai une grosse pensée ce soir, parce qu'il y en a un qui a été touché par ce virus et l'autre qui malheureusement a des petits soucis de santé qui touchent un de ses enfants. Donc comme quoi, voilà, le rugby, des fois, on le met au second plan. On les embrasse très fort, on les a eus l'année dernière sur le plateau. Voilà, ce sont deux entraîneurs qui sont extrêmement passionnés, avec beaucoup de très bonnes idées, avant-gardistes sur l'évolution du jeu, qui ont effectivement mis en place un projet l'année dernière qui a commencé à porter ses fruits durant la saison dernière et qui continue cette année. On a fait quelques adaptations, on a fait des prestations qui n'étaient pas réellement abouties, sauf à Drancy où on a été dans la mesure de maîtriser le match de bout en bout. Néanmoins, voilà, on se retrouve avec 4 victoires, 2 bonus offensifs, ce qui est plutôt comptablement très très bien. On doit jouer samedi si d'aventure on nous autorise à jouer le match qu'on n'a pas pu jouer lors de la première journée contre Nuit Saint-Georges, qu'on recevra à Châteauneuf-du-Pape. Si on valide ce bon début de saison comptable, on finira peut-être avec 22 ou 23 points au classement. Mais bon, on dirait que c'est peut-être pas le plus important, quoi. En entendant parler Henri, de suite on a un sentiment émotionnel qui nous envahit, qui est noir, parce que si on doit arrêter et repartir en janvier, qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 mois? Parce que Henri n'est pas responsable que du rugby amateur, parce que la F1 n'est pas vraiment amateur, quoi. On a des contrats professionnels, des contrats pluriactifs. Aujourd'hui, on ne peut pas faire preuve d'hospitalité pour nos partenaires, on ne peut pas les recevoir dans de bonnes conditions, et ce sont eux qui nous font vivre, que ce soit les partenaires privés ou les partenaires publics. Si on n'a pas leur subside qui puisse rentrer, ça va être très compliqué. Et je sais que là, il doit y avoir des joueurs qui nous écoutent, qui sont certainement dans le questionnement, dans l'interrogation, peut-être un peu dans la crainte. Mais bon, il va falloir qu'on fasse preuve, je pense, d'ingéniosité, au-delà de la solidarité, parce que la solidarité, elle est de mise dans notre milieu. Donc ça, c'est pas le plus inquiétant. C'est de l'ingéniosité, de l'adaptabilité, et puis surtout toujours la volonté de bien vivre, parce que si nous, on se laisse abattre, on n'aura plus la lueur que l'on a allumée il y a peut-être il y a un siècle, en créant ce jeu. Il faut qu'on continue à être un vecteur de bonne humeur, tout en sachant qu'il y a des professionnels de santé qui travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de nous sortir de cette situation délicate. Donc bon, voilà, nous faisons ce que l'on sait bien faire, essayons d'être le plus spectaculaire possible dans ce que l'on propose, et puis après on verra ce qu'il en résultera. Merci Arnaud. Damien, à l'inverse, c'est avec un calendrier très compliqué, 4 défaites. Je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de défaites encourageantes, mais est-ce que tu as tiré des enseignements de ces défaites? On dit toujours que c'est dans les défaites qu'on construit les plus belles victoires. Effectivement, oui, qu'on est sorti des choses intéressantes de ces 4 défaites, bien sûr. Alors après, effectivement, je te rejoins, le mot encourageant dans une victoire, dans une défaite, c'est compliqué, hein. On joue pour gagner, on joue pas pour perdre, hein. Donc c'est toujours compliqué de dire c'est encourageant. Après oui, si on prend un peu de recul, un peu de hauteur par rapport aux 4 matchs qu'on a fait. Je vais peut-être demander à la régie de mettre le tableau des scores, s'il vous plaît. Ouais, donc on fait 4 matchs à l'extérieur d'affilée. Dans ces 4 matchs-là, sur un mois et demi, on a eu 3 fois 2 semaines de coupure. Donc pour mettre du rythme, c'est compliqué. Pour maintenir les joueurs dans un état de performance, c'est compliqué aussi. Il a fallu, comme disait Arnaud, comme on disait tous, il faut qu'on soit ingénieux pour essayer de trouver des solutions, pour que les entraînements, pour que les joueurs gardent le moral, que les joueurs soient toujours dans une continuité de travail. J'ai rien à leur reprocher. Aujourd'hui, le dernier match qu'on fait à Mâcon, les joueurs sont irréprochables dans l'engagement, dans l'état d'esprit. Après, il y a des faits de jeu qui font qu'on se met en difficulté, mais le groupe travaille fort. Le staff travaille beaucoup, les joueurs travaillent beaucoup aussi. On a beaucoup changé de choses. Depuis que je suis arrivé, on a modifié la façon de s'entraîner, on a modifié le projet de jeu, on a beaucoup modifié de choses au niveau de l'équipe première. Les joueurs sont en train de digérer aussi.
sont en train aussi de l'assimiler, le digérer petit à petit. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses encourageantes. On voit des joueurs qui sont motivés, on voit des joueurs qui ont envie, qui ne sont pas battus, qui relèvent tout le temps le défi chaque week-end. On a envie de faire un premier match à la maison quand même. Ce premier match à la maison, il nous pèse, il nous manque. On a besoin de se libérer, on a besoin de se rassurer. Mais aujourd'hui, j'ai des joueurs qui sont dans un état d'esprit irréprochable. Franchement, ils travaillent dur. Honnêtement, ils travaillent très dur. Donc c'est vrai que les 4 défaites, elles sont dures comptablement. Mais il y a quand même 2 points de bonus à l'extérieur. Calendrier britannique, on en parlait tout à l'heure, comptablement, bon, voilà, on n'est pas à la rue. Voilà, honnêtement, je suis très confiant. Je suis très confiant du travail qu'on fournit par le staff. Je suis très confiant par le travail qui est fourni par les joueurs, par l'engagement qu'ils y mettent, par leur état d'esprit, je me répète, mais c'est super important. Parce que c'est un sport aujourd'hui où l'état d'esprit, c'est ce qui fait avancer les hommes. Et on va y arriver. On n'est pas inquiet. On est à fond derrière vous. À l'instar de la saison dernière, le premier match à domicile, l'année dernière, c'était quoi, pas le premier match, mais le match référence qui avait fait démarrer la saison de Château, c'était Bourg. On vous souhaite la même chose pour votre premier match. On joue Lucien-Georges normalement, si tout va bien sûr, trop de proportions gardées avec ce qui se passe, hein, on reste prudent, parce qu'il y a des priorités, hein, on l'a tous dit autour de la table, hein, on ne va pas se mentir. On doit jouer Lucien-Georges dans 15 jours. On va le préparer comme il faut. On va ouvrir les compteurs de Château-Renard contre Lucien-Georges. Je sais que mes joueurs en ont une grande envie. Et je vais les accompagner, on va vraiment les accompagner là-dedans. Et il faut qu'aussi on enclenche notre saison. Parce que, comme on disait, on n'a pas l'impression qu'elle a démarré cette saison, quoi. On est tous un petit peu... Alors elle n'a pas démarré, mais je me tourne vers Jean-Michel. Il y en a un qui a 3 victoires avec série en cours, dont 2 à l'extérieur. C'est un Jean-Michel heureux ce soir, non ? Si on arrête de parler du Covid un peu, oui, parle-moi un peu de félicité. Voilà, je pense qu'il faut parler d'amour un peu. Ça, non, mais voilà, je pense qu'il a raison. Il faut aussi, voilà, on est dans une émission de rugby, à un moment donné, il faut qu'on parle de rugby, même si on ne peut pas occulter le Covid, si on ne peut pas occulter toutes les problématiques qu'on a toute la journée, tous, avec la famille, le travail, etc. Donc ouais, effectivement, 3 victoires, c'est toujours mieux que 3 défaites ou 4, et je me mets à la place de Damien, où la situation doit être compliquée. Après, c'est la sienne, c'est pas la mienne, moi. Chacun son problème. Voilà, chacun son problème. On se retrouvera certainement assez rapidement pour voir qui fait quoi ou qui a quoi, mais bon, bref. Ça a été un début aussi compliqué pour nous, avec un premier placement avec une défaite à Remilly, où on prend une petite fessée en seconde mi-temps. On reçoit Mâcon et on perd, de peu, mais on perd, donc pas de défaite encourageante non plus. On perd. J'ai demandé à la régie de mettre les scores de Nîmes, s'il vous plaît. Et après, merci beaucoup. Et après, effectivement, on est sur une série de 3 victoires. Il faut relativiser, on n'a pas joué Béda encore, qui à mon avis est l'ogre de la poule. Ou Château. Ou Château, effectivement, mais je pense que le camarade de Béda ne va pas venir chercher des coquelicots à Kaufmann. Ouais, je pense qu'il va venir, même s'il m'a fait la chansonnette tout à l'heure. Je connais Arnaud suffisamment pour que... Enfin, bref, ça on en parlera là, dans 15 jours. Mais non, c'est un début de championnat qui est plutôt compliqué, qui aujourd'hui s'avère un peu plus guilleré, mais on sait que le bloc qui arrive va être compliqué parce qu'effectivement il y a Béda qui vient. On va en parler des blocs après, on vous donnera la parole sur les blocs. Non, après on trouve aussi que les garçons sont très travailleurs. Le fait qu'ils aient arrêté de jouer en mars, ce manque de jeu, de se retrouver entre eux, l'enthousiasme était bien présent au mois de juillet-août, et puis effectivement là aujourd'hui on se retrouve dans une autre spirale qui est un peu plus problématique, mais effectivement, moi je découvre le club et effectivement le groupe. Voilà, les derniers résultats sont encourageants. Après, ça reste un bloc qui est terminé et on verra par la suite. Très bien. Karim, c'est 3 managers qui prennent leurs fonctions. C'est assez particulier. Sur le plateau, on a 3 managers qui ont pris leurs fonctions dans leur club respectif. Cette année, tu avais une question particulière à leur poser. Oui, puis avec en plus des particularités, puisqu'on a Damien qui vient de prendre ses fonctions à Château-Renard, qui connaît très bien Nîmes parce qu'il arrive de Nîmes. Arnaud qui vient de prendre ses fonctions à Bédaride, qui connaît très bien Château-Renard pour avoir passé quelques années sur le bord. Pour boucler la boucle, il aurait manqué que Jean-Michel soit déjà passé par la médaille. On aurait eu un beau tournoi entre les 3. C'est ça. Non, peut-être simplement, messieurs, est-ce qu'il vous serait possible de nous faire un rapide état de ce que vous avez mis en place quand vous êtes arrivés par rapport à la situation
que vous avez trouvées dans les clubs en question. Jean-Michel, si on te laisse la parole, quand tu es arrivé à Nîmes, par rapport à ton rapport d'étonnement, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as voulu changer? Alors moi je suis arrivé avec les yeux qui brillaient parce que je sais d'où j'arrive. Donc j'ai pas connu les clubs très huppés, donc j'arrive de Suisse. Un petit club de Suisse où j'ai fait 2 années extraordinaires humainement, mais avec une structure qui n'a rien à voir avec ce que je trouve à Nîmes en fait. Donc moi j'étais très enthousiaste sur ce que j'ai vu au départ. Après, voilà, une fois que le gamin est rentré dans le magasin de jouets, que j'ai fait un peu le tour du propriétaire, il y a plein de choses à améliorer, je pense. Mais c'est un club qui est vrai. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très bon club. Après, avec Jean-Baptiste Cuc, que j'ai amené avec moi, qui est venu avec moi, et Pierre Takela, qui était donc déjà dans la boutique nîmoise, on n'a pas tout révolutionné parce qu'on n'a pas voulu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et repartir d'une page vraiment blanche. Par contre, on a amené notre vision du rugby, on a modifié le projet de jeu qui nous correspondait pas tout à fait, mais on n'a pas voulu tout chambouler. On amène petit à petit un peu notre pierre à l'édifice en modifiant au fur et à mesure. On a plein de petits chantiers en cours. On se rend compte qu'à travers les matchs, il y a des choses que les joueurs commencent vraiment à piger, d'autres un peu plus compliquées. Mais ça, Rome, c'est pas fait en un jour, donc voilà, on ne peut pas tout avoir de suite. Mais j'ai trouvé vraiment un club très bien structuré, avec un président, certains le décriront, d'autres, moi je trouve que c'est un président qui fait vraiment le taf, alors qui s'inquiète aussi, pour rebondir sur ce qu'on a dit, sur la santé financière des clubs, avec le manque de trésorerie, etc. Mais non, franchement, j'ai un retour aujourd'hui là, c'est très positif. Et après, on n'a pas bouleversé. Une fois de plus, on n'est pas arrivé avec JB et Pierre, on n'est pas arrivé en disant on va tout casser, ce qui s'est passé avant, c'était nul. On a tourné la page de ce qui était avant, puisque ce qui était avant est avant, le passé est mort. On reconstruit petit à petit, mais on y va avec parcimonie. Merci. Merci Jean-Michel. Arnaud, si je me tourne vers toi, tu arrives à Bédaride, avec un club qui a fait quand même un très beau parcours l'année dernière, puisque si on regarde un petit peu de plus près sur les 6 clubs qui étaient devant Bédaride, il y en a 5 qui évoluent aujourd'hui en national, et il y a un club qui est toujours en Fédéral 1 et qui est dans notre poule, et pour lequel vous avez fini finalement pas très loin, même s'il y avait peut-être un petit écart. Donc un boulot, on avait reçu, Yvan en parlait tout à l'heure, on avait reçu Cédric et Fifi, Philippe Laborde et Cédric Vespa l'année dernière, justement pour nous parler un petit peu de ce qui avait été mis en place. Toi, je te connais un peu, je sais que tu es un peu un perfectionniste, même beaucoup. Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ce que tu as trouvé quand tu arrives à Bédaride? Disons que moi j'ai été séduit par le discours du président David Lelièvre et de Philippe Damignani, le vice-président, qui est quelqu'un pour lequel Bédaride représente toute sa vie. Donc un projet de développement qui est lié au Vaucluse, et de faire qu'aujourd'hui la SBC est le club le plus haut classé dans la hiérarchie des sports collectifs, et notamment du rugby dans le Vaucluse. Donc d'avoir la volonté d'être la locomotive et d'emmener un maximum d'acteurs dans ce projet. Au niveau sportif, pas de révolution. En même temps, je crois que 99,99% des staffs pratiquent quasiment le même jeu. Donc après, c'est les bémols ou les petites adaptations se font au niveau du discours, de l'intonation, du détail. C'est vrai que le détail est important. Mais bon, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est ici sur le plateau qui m'a beaucoup appris en termes de proximité avec les joueurs. Mais bon, il m'a fallu un peu de temps avant de le comprendre. Donc, même si j'arrive aujourd'hui à un âge assez avancé, on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de temps des fois pour comprendre et digérer les choses. Et le rugby reste basé sur les mêmes fondamentaux, quoi. Donc on a besoin de créer un état d'esprit, l'état d'esprit qui a été créé dans le club, et que les joueurs soient les acteurs du développement du projet. Donc on les amène chez les partenaires, on organise des événements où pour l'instant on organisait. On va essayer de les organiser avec les adaptations nécessaires pour pouvoir recevoir du monde dans les meilleures dispositions
de bienveillance sanitaire. Mais voilà, c'est un joueur aujourd'hui est un prescripteur de développement du projet, et c'était cet état d'esprit qu'on a apporté. On a amené d'autres choses sur le développement de la communication, du marketing. On est en train de se rapprocher d'une société de communication qui est très réputée dans le Vaucluse et qui a un vecteur de développement sur le sport. On est rentré dans l'ère du digital, alors c'est vrai qu'on s'écarte beaucoup du terrain, mais bon, on a besoin de ça, hein, parce que nos partenaires ont besoin d'avoir une couverture médiatique importante, parce qu'ils font du business, et que si on leur rend pas un peu de business, eh ben, on les perd. Mais après, sur le sportif, comme je disais, il y a deux très bons entraîneurs qui ont fait un excellent travail, donc je leur ai apporté peut-être un petit peu plus d'expérience, mais vraiment rien de révolutionnaire. Et on essaie surtout de fonctionner en bonne harmonie et de créer les connexions humaines entre les joueurs et au-delà des joueurs avec leur famille, parce que on a quand même affaire aujourd'hui à des joueurs pour lesquels on demande beaucoup de sacrifices, 3-4 entraînements par semaine, le soir, ils travaillent la journée, donc ils voient peu leurs enfants, leurs compagnes, donc il faut qu'on leur rende aussi un peu de l'appareil, et à nous d'être vigilants. Par exemple, cette semaine, on a joué hier, on joue samedi. Au lieu de s'entraîner 3 fois, on s'entraînera que 2 fois, parce que la fraîcheur mentale est peut-être beaucoup plus importante que la fraîcheur physique. Donc il est important aussi d'être à l'écoute des joueurs. J'ai un groupe qui est vraiment top. La moitié des joueurs étaient déjà à la SBC l'année dernière. Il y en a la moitié qui nous a rejoints pour ce projet de développement de club dans le Vaucluse. On sait que la FFR a un regard bienveillant sur le développement du rugby dans ce territoire. On est à 3 ans d'un événement très très important qui est la Coupe du Monde. Donc on a beaucoup de signaux au vert qui nous permet d'avoir une lueur d'espoir dans cette situation. Et puis surtout, comme je dis, nous on est conditionnés pour jouer. Donc on le fait plutôt bien. Continuons à le faire avec notre enthousiasme et notre grande détermination. Merci Arnaud. Damien, je vais te poser la même question, d'autant que toi tu arrives dans un club avec un contexte un petit peu particulier, un staff qui a été changé avant la fin de la saison en dernier, une difficulté sportive puisque jusqu'à entre guillemets le confinement, il a fallu lutter quasiment jusqu'au dernier moment pour assurer le maintien. Tu prends le relais, là, tu arrives toi pour préparer un peu cette saison. Quelle vision tu as amené? Qu'est-ce que tu as apporté au club quand tu es arrivé? Alors je sais pas, pour être très franc avec vous, quand je suis arrivé à Château-Renard, moi déjà j'arrivais dans un club que je connaissais, parce que j'y ai pas joué, mais je suis venu y jouer souvent. Et je connaissais un petit peu, je connais bien la région. Je savais qu'il y avait une grosse ferveur. Il y a une grosse ferveur autour de ce club. Il y a quand même, c'est un club très familial, très axé sur l'humain. Et ça m'a de suite plu et de suite attiré en fait. Moi je suis un jeune manager, hein. C'est ma première expérience en Fédéral 1, hein. C'est ma première année. Mais ça, je ne me cache pas et je ne cherche pas d'excuses, bien au contraire. Quand je suis arrivé à Château-Renard, déjà je trouvais un président ultra motivé, avec beaucoup d'ambition au niveau de son club. Hein. On ne parle pas d'ambition sportive, on parle au niveau de son club. J'ai senti qu'il y avait une réelle attente sur la structuration, au niveau de la formation, au niveau de l'équipe première. Il y a un très bon travail qui avait été fait par les managers avant moi au sein du RCC, qui ont fait ce qu'il fallait pour faire remonter le club en Fédéral 1. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui est louable à eux. Hein. Moi, je suis arrivé, j'ai trouvé Stéphane Fabre, qui était l'entraîneur devant, qui s'est retrouvé tout seul avec Nicolas Gras, qui était le préparateur physique, qui ont fini la saison tous les deux. Je les ai sentis un petit peu essoufflés, fatigués. Il y avait besoin d'un vent de fraîcheur. Les joueurs, pareil, ils étaient les mêmes joueurs qui avaient fait la montée de Fédéral 2 à Fédéral 1, qui ont vécu cette année dernière un peu compliquée, malgré les beaux résultats qu'ils ont réussi à faire à la maison contre de grosses cylindrées, hein, comme on disait tout à l'heure, qui sont montés aujourd'hui en poule nationale. Donc quand je suis arrivé, en fait, si tu veux, j'ai remis beaucoup de liens entre la première et le reste du club. J'ai fait en sorte d'avoir un projet qui était descendant, c'est-à-dire qui partait d'en haut et qui descendait dans la formation. Donc je me suis rapproché de tous les entraîneurs, tous les responsables qu'il y avait au niveau de la formation. Je leur ai exposé, alors avant de leur exposer, on a travaillé pendant 3 mois en confinement par
par les réseaux sociaux avec le staff qui était en place, donc Nicolas, le préparateur physique, Stéphane Fabre et Romain qui est venu nous rejoindre, qui est venu avec nous dans l'aventure, qui est venu avec moi dans l'aventure. On a beaucoup travaillé sur notre projet. Il y avait une réelle attente des joueurs d'avoir quelque chose de nouveau, un renouveau. Donc on a mis en place un nouveau projet de jeu, hein. Malgré ce que peut dire Arnaud, c'est vrai qu'ils se ressemblent tous. Après c'est ce qu'on y met dedans et comment on le fait. Donc on a changé ça et de suite, une fois que ça a été mis en place et que nous on a travaillé dessus et que c'était en forme, je l'ai partagé de suite avec les autres catégories et je l'ai mis descendant dans le club. De façon à ce qu'on ait une identité de jeu et une formation qui soit maîtrisée et une formation identifiée. Alors on est au début, on est en prémisse de ce projet-là. Il démarre, comme disait tout à l'heure Jean-Michel, Paris c'est pas fait en un jour, hein, donc Château-Renard va pas se faire en un jour aussi, c'est un travail sur du long terme. Moi je suis là pour 2 ans, donc je vais faire en sorte que dans les 2 années où j'y suis, Château-Renard puisse jouer les rôles qu'il doit jouer en Fédéral 1 et au niveau sportif, dans les performances, mais aussi tout en construisant la formation et en aidant à construire l'avenir du RCC, parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'aujourd'hui le modèle économique des clubs, eh bien, il est tendance à peut-être à être en réflexion, qu'aujourd'hui la formation doit être quelque chose de très fort, et que je pense qu'aujourd'hui il faut que les clubs soient capables aussi de s'alimenter de l'intérieur et de former eux-mêmes ces joueurs par rapport à un projet descendant. Donc c'est un petit peu ce que j'ai amené. On travaille beaucoup avec les différents staffs aussi, on échange beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, ce qui a réellement changé pour les joueurs, au niveau de la performance, au niveau de l'équipe première, c'est qu'on a changé la méthodologie d'entraînement. On a un entraînement qui est différent, avec une approche différente, avec des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc il faut aussi qu'ils apprennent à le maîtriser, tous ces éléments qu'on leur a mis en place. Des trucs tout bêtes, mais qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Mais voilà, je me répète, on a un groupe aujourd'hui qui vit bien, malgré les 4 défaites. On a un groupe qui vit bien, on a un groupe qui est motivé, qui est travailleur. Donc le projet aujourd'hui, il est dans une idée de restructuration et de formation, partant d'un projet descendant de la première, mais il est aussi ouvert sur le territoire, parce qu'aujourd'hui on a quand même quelque chose de fort qui est Terre de Provence. Quelque chose sur lequel il faut qu'on s'appuie, parce qu'aujourd'hui c'est une force pour Château-Renard. Donc je souhaite vraiment qu'on puisse travailler avec les différents clubs qu'on a autour du bassin, qui aujourd'hui, comme CRMI, comme Nov, sont des clubs aujourd'hui, c'est Saturnin, tous ces clubs-là sont des clubs aujourd'hui sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer, travailler avec eux, main dans la main, pour que notre territoire soit plus fort. C'est ça qui est important. Donc c'est aussi ça un petit peu le projet aujourd'hui. Oh, Damien, tu me fais la transition toute faite. Donc, comme on disait tout à l'heure, vous êtes tous les 3 managers de vos clubs. On fait un focus depuis tout à l'heure sur les équipes premières. Très rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard en termes de timing. Très rapidement, un mot sur vos espoirs et le début de saison de vos espoirs. Damien, je te laisse peut-être la parole sur le sujet avant de passer à Arnaud et Jean-Michel. Nous aujourd'hui on a des espoirs qui sont performants, qui arrivent à bien maîtriser leur début de championnat, mieux que nous. Mais eux aussi sont rentrés dans notre projet de jeu. Donc aujourd'hui on a identifié, on a beaucoup de joueurs espoirs qui aujourd'hui font la passerelle entre espoir et première. Donc aujourd'hui on a quand même 10 joueurs qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première, entre 2 et 3 fois par semaine. On a des joueurs aussi qui montent et qui jouent et qu'on a déjà fait jouer avec l'équipe première. Il y a cette passation qui se fait naturellement entre les joueurs aussi, entre les anciens, les jeunes. On a quand même un réservoir aujourd'hui qui est de qualité. Et donc on a un travail qui est fait correctement par le staff des espoirs. Et aujourd'hui, on peut dire que l'équipe première est en aide aux espoirs, mais les espoirs sont en aide aussi à l'équipe première. Donc c'est un petit peu ce que je recherchais, qui est une entraide au niveau du club. Et aujourd'hui ça fonctionne bien. Voilà. Et puis on a de bons espoirs d'avenir. Donc aujourd'hui on sait qu'on a une base qui est saine à Château-Renard. Arnaud, au niveau de Bédard et de Châteauneuf-du-Pape? C'est un peu compliqué au niveau de la catégorie espoir parce qu'on a un groupe qui est très très jeune. La plupart sortent des moins de 18. Donc, un groupe qui est par moments mis en difficulté face à des écuries qui ont déjà 2-3 ans d'ancienneté. Et à 18, 19, 20 ans, on sent de suite quelle est la différence en termes athlétiques, en termes d'expérience. Donc on travaille sur ce groupe pour l'amener à maturité d'ici une paire d'années,
tout en allant chercher aux alentours quelles peuvent être les ressources qui puissent nous permettre d'accélérer ce processus. Merci Arnaud. Jean-Michel, je crois que vous, ce week-end, il y a une belle victoire à l'extérieur et match nul de vos espoirs. Comment se passe un peu le début de saison? Ils sont premiers, vaincus. Donc, super travail de Serge et de Filippo Getti avec les espoirs. Serge Sassolat. Pardon, oui. Serge Sassolat. Qu'on embrasse. Ouais. Et non, après pareil, on est sur le même format que Château. On a 10-12 petits qui sont régulièrement avec nous. Donc ils sont premiers vaincus, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que certains ont déjà intégré, ont déjà fait des matchs avec nous. D'autres sont très impatients. Alors ils demandent pourquoi ils ne sont pas encore avec nous tout le temps ou qu'ils ne font pas des feuilles. Voilà, c'est bien parce qu'ils sont impatients, ils sont pleins de jus, de gaz, mais le temps va venir pour eux, c'est sûr et certain. Ensuite, au-delà des espoirs, il y a quand même les juniors nationaux qui sont aussi invaincus et il y a une équipe cadet à la Mercerie. Ça veut dire que le RC Nîmes est quand même au-delà de l'équipe de Fédéral 1. C'est tout un système qui est mis en place pour que Alors nous, le projet, il est descendant, effectivement, comme je pense dans beaucoup de clubs. Mais aujourd'hui, les résultats, alors c'est pas de notre responsabilité. Nous, on arrive, on n'est pas responsable de ça. C'est juste le constat qu'on fait que le travail a déjà commencé depuis un petit moment et qu'on a 10 petits aujourd'hui qui sont potentiellement équipiers premiers. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Merci Jean-Michel. Ariel, Jean-Marc, on est très à la bourre. En 2 mots, votre vision du début de saison de cette poule 2 de Fédéral 1, Jean-Marc? C'est un peu compliqué de le juger, parce que bon, il y a quand même, ça va tous les Bénaride top, parce que des victoires, donc c'est sûr. Château très compliqué, bien sûr. Après, je vais enfoncer des portes ouvertes, je veux dire, mais c'est difficile. Je pense que cette phase-là est très dure à vivre. Il faut garder de la bonne humeur, il faut au minimum, c'est pas 3 victoires. Si on a un bon calendrier, peut-être une bonne. Château joue tout à l'extérieur. C'est compliqué de faire une synthèse. Puis il n'y a pas de synthèse à faire parce que tout a été dit. Donc, mais ce qu'il faut garder, c'est la bonne humeur. Voilà, ce qu'il faut garder, c'est le sourire, garder le courage. Dans les moments difficiles, se rapprocher des familles. Savoir que l'essence même, le courage vient de là. Et puis qu'après, ça repartira. On verra des belles victoires, des pauvres défaites, mais des belles aventures, des godets partagés, voilà. Après, le rugby, c'est ça. On l'a en nous. Au jour d'aujourd'hui, on est sevré. Voilà. Mais bon, après, voilà, on fait le dos rond. On l'a déjà fait sur le terrain, on n'a pas toujours été on n'a pas gagné toutes les guerres. Donc on fait le dos rond, et puis à un moment donné, on ressortira la tête, et on fait le haricot de pastèque, et on regagnera les matchs. Mais c'est ça la vérité, la vie, elle est là. Il faut de la bonne humeur, de l'enthousiasme. Puis si on doit faire des parties de tarot, à la place de faire des entraînements, on fera des parties de tarot, ça durera le temps que ça durera. Et quand on reprendra, on affûtera les cigares. Vous avez compris pourquoi on invite un guest star. Mais c'est la vérité, tout le monde le sait. Chacun dit ses mots, ce sont les miens. Cette essence qu'on a besoin. Il faut garder la bonne humeur. Bien sûr, je sais que c'est très dur pour eux parce qu'ils ont les hommes à gérer. Donc c'est facile, nous on est... Ariel, compliqué d'enchaîner derrière, hein, pour être 3 quarts. Ariel, dis-nous. Tout simplement, c'est la bonne humeur et je crois que tu as raison. On est en train de se morfondre. Henri nous a mis un peu la tête dans le seau en nous annonçant des trucs qui nous font peur, mais qui sont certainement évidentes. Faire tant de kilomètres pour ça. La bonne humeur de Jean-Marc ravive un peu notre passion. Après, pour en revenir à la première question, bien sûr que c'est compliqué. J'ai discuté avec Damien avant l'émission. Le seul souci que j'ai pour le club de mon cœur, c'est 4 matchs à l'extérieur, 4 défaites. J'ai eu des moments difficiles, comme je le disais Jean-Marc, on n'a pas gagné tous nos matchs, on a eu des moments difficiles, des moments très difficiles. Est-ce que moralement les joueurs ne vont pas être impactés? Je crois sur parole que Damien me dit que non, et je suis persuadé qu'au fond des joueurs, l'état d'esprit d'un Nîmois ou d'un Bédaridé quand il rentre sur sa pelouse ne va certainement pas être la même que la nôtre.
c'est-à-dire mais la peur au ventre. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est-à-dire, le championnat a été conçu comme ça. C'est une fatalité aussi. Il faut savoir l'accepter. Donc, j'espère que, si je peux me permettre, c'est votre boulot de les remonter comme des pendules et que ce match, il ne faut surtout pas le perdre. Voilà. Il faudrait les victimes. Et il faudra une victoire impérative. C'est tout. Je sais pas. Jean-Marc, il faudra peut-être que tu ailles dans les vestiaires, dans leur chaumière, je ne sais pas. Mais ces mecs, il va falloir qu'ils soient remontés. Je crois, ce que tout le monde a dit, l'avenir est devant, bien sûr, et surtout dans la bonne humeur et dans la solidarité, comme on l'a tous dit, où c'est un lien qui est dans le rugby depuis une éternité, donc il n'y a pas de souci. Si je peux me permettre, ils se trompent sur un truc, c'est que Bédaride, quand ils vont venir à Nîmes, ils n'auront pas la ferveur. Non, ça c'est pas possible. Arnaud, je veux pas dire, je crois que Jean-Michel il commence déjà à préparer le match. Il est déjà dedans, Non, il a dit qu'il venait avec les juniors, on n'a aucune inquiétude. Le truc qui est important, c'est qu'on ne se projette pas sur le match de Nîmes. Parce qu'avant le match de Nîmes, on a une échéance qui est importante, c'est qu'on reçoit Nuit Saint-Georges, et que c'est toujours le match qui arrive qui est le plus délicat. C'est pas celui d'après, c'est celui-là. Pour Nîmes, on verra. On verra si... Ça, c'est le pragmatisme d'Arnaud. On connaît bien Arnaud. La sagesse. Mais le problème, c'est que moi, je me projette sur Bédaride parce que c'est le prochain. Eh oui, tu joues pas ce week-end. On est dans le même cas. On a 2 semaines de repos. On sait que c'est un match important, mais il sera important par rapport à la situation, mais surtout par rapport à ce que les joueurs auront envie de mettre. C'est comme ça. On parlait de perfectionniste tout à l'heure. Hein. Jean-Marc, tu parlais de guerrier. Je voulais faire un petit coucou à Jean-Luc Béléza qui nous suit et qui sera certainement une prochaine guest star. Et je lui demande de ne pas mettre de chemise orange le jour où il vient parce qu'il paraît que ça passe très mal à la télé. On t'embrasse, Jean-Luc. Alors, on enchaîne sans transition aucune. Henri, je me retourne vers toi à nouveau. Et après, il faut qu'on accélère un peu. Ouais, on est très en retard, on est désolé les amis, mais vous voyez, on a tellement de choses à dire ce soir. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Non, on vient de faire un petit peu le bilan de début de saison de nos clubs de Fédéral 1. Il y a un autre bilan que j'aimerais bien qu'on fasse. Tu en as touché 2 mots tout à l'heure. Il y a des élections qui vont bientôt arriver au niveau de la Ligue. Alors avant de parler peut-être de ces élections ou avant de parler un peu de l'avenir, déjà moi il y a un bilan. Il y a quelques années en arrière, fusion comité de Provence, fusion comité de Côte d'Azur. Je me rappelle d'une interview par le passé qu'on a fait ensemble. L'année dernière, non ? Ouais, l'année dernière, où c'était pas gagné au départ parce que entre la Provence et la Côte d'Azur, ça n'a pas toujours été le grand amour. C'est quoi le bilan aujourd'hui, un petit peu ? C'est une grande réussite. Il y a d'abord, c'est à parité dans le nombre, dans les compétences, surtout dans l'efficience des projets menés. Il y avait des comités territoriaux peut-être qui avaient des bonnes et des mauvaises habitudes. On est devenu une ligue de projets. Nous avons mené ensemble 21 grands dossiers, 20 sont aboutis. Un est en cours d'aboutissement, peut-être avec quelques difficultés réglementaires. Des équipes qui travaillent plutôt très bien ensemble. Mais ce n'est pas la seule ligue, hein. C'est pratiquement toutes les ligues qui ont fonctionné comme ça. Je trouve que la loi NOTRe, dans un périmètre contraint dans la région, est plutôt une belle chose. On a découvert des territoires. Moi, je rejoins, c'est Damien. Oui. Je le rejoins. Moi, je suis très favorable à la proximité. Donc, s'appuyer sur les comités départementaux. Ici, c'est une réussite, je dis, dans les Bouches-du-Rhône comme dans le Vaucluse. Et puis, on a créé des projets de territoire. Nous avons 16 territoires de proximité. Terre de Provence en est un. Le territoire autour de Sorgues, Bédaride, du Grand Avignon en est un autre, et on apporte un certain nombre de choses. On pensait que nous étions peut-être des mégalomanes quand on disait qu'on allait créer 4 académies. On a ouvert l'académie, la 4e en Avignon, c'est une très belle réussite. 4 académies dans une région, c'est remarquable. Nous disons que nous allons créer des centres d'entraînement de très haut niveau. On prévoit d'en créer 6, ils sont budgétés. On attend d'être élus pour les mettre en place. On a des centres d'entraînement dédiés pour les féminines dans des territoires. On s'appuie énormément sur les territoires avec des projets co-construits et concertés. Ça va être fait si nous sommes élus. Hein. On respecte. J'ai tout le temps respecté mon adversaire, moi. Pas une seule fois j'ai pu écrire ou dire des choses qui étaient indécentes. C'est peut-être pas le cas non pas de Didier, mais une partie de son équipe.
Nous sommes des gens loyaux, on arrive du terrain, nous, on est des gens simples, on arrive du terrain, on respecte nos adversaires, même si parfois les combats peuvent être rudes. Et on va essayer d'avancer toujours en harmonie avec la fédération, mais surtout avec nos territoires. Nous, aujourd'hui, notre force, c'est qu'on représente 100 dirigeants, investis, permanents, qui animent de nombreuses commissions régaliennes et d'autres sportives. On a une chance inouïe, c'est que là aussi, on nous prenait pour des mégalomanes en 2016, hein, c'est pas l'année dernière, quand nous disions que 12 cadres techniques seraient à disposition des clubs. Ils y sont, ils sont tous en CDI, ils sont tous embauchés par la fédération. C'est une vraie réussite. On a à la tête Olivier Lièvremont qui a un passé dans l'encadrement des filles et des garçons qui est juste remarquable. Voilà, on a une belle équipe, on a des gens qui travaillent dans l'efficacité, dans la sérénité et surtout dans la co-construction. Les projets de territoire, c'est ce qui nous anime régulièrement, c'est-à-dire qu'on y est tous les jours. Mais tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, on est en lien avec les clubs. La réussite, c'est que de ne pas les avoir laissés tomber depuis le 14 mars, tout est perfectible. Un certain nombre de choses, c'est une certitude, sont perfectibles encore demain. Et voilà, on a porté les projets de clubs. 36 ont écrit des projets, là. Bédaride en a écrit un remarquable, avec David Lelièvre et ses équipes. Château-Renard est en phase de finition. On peaufine un projet global qui... Alors Arnaud l'a très bien exposé, c'est un projet global, c'est un plan d'orientation stratégique avec toutes ces sphères. Je m'excuse auprès de Nîmes, mais Nîmes est en Occitanie. J'aimerais bien évaluer ton projet, je suis prêt à le faire dans ma mission fédérale, parce qu'il doit être très enrichissant. Bien évidemment que tu as une histoire qui est remarquable aussi avec les jeunes. Moi, depuis tout petit, j'ai tout le temps perdu contre Nîmes. Ouais, ça a toujours été un adversaire très difficile. Et ça continue, donc ça c'est vraiment le socle de nos valeurs du rugby. Comme il est difficile d'aller gagner à Bédaride un dimanche après-midi à 15 h, comme Château a été un cauchemar pour les Varois pendant très très longtemps, et le reste... Et inversement. Inversement, j'en doute. Mais voilà, donc... mais je sens qu'il y a réellement une envie de construire ensemble, quoi. Et alors, je suis très attentif, enfin nous sommes très attentifs aux détails de dire on va construire avec nos collègues d'à côté. Et je pense que la force de nos projets, c'est les conventions. Provence Rugby a signé 42 conventions avec les clubs, c'est une richesse. Quand pourrons-nous le déployer dans le haut des Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, dans la Drôme, hein, parce que moi, les gens qui sont au sud de la Drôme, ils sont provençaux. Pourquoi on n'arrive pas à écrire des choses avec le Gard? Parce qu'il était longtemps provençal, même s'il peut être carmarié à d'autres moments. Voilà, il faut qu'on co-construise ensemble et qu'il y a des gens qui sont morts sur le mur de Berlin. Nous, on doit faire tomber toutes les barricades parce qu'il y a des choses qui sont merveilleuses. Moi, j'ai rencontré des gens ici, il a fallu que construire la Ligue pour rencontrer des personnes remarquables et construire avec elles. Et ça, c'est un enrichissement personnel et pour toute l'équipe qui est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci Henri, merci beaucoup. Merci messieurs. Alors on devait parler du bloc, mais... C'est ça, on est très en retard. C'est toi qui gérais le timing, non, ce soir? Un petit peu plus d'une heure et demie, mais on avait beaucoup de choses à dire. Alors on n'a pas parlé du prochain bloc, mais on a quand même parlé des prochains matchs à venir. On sait que Jean-Michel est déjà focus sur Bédaride. Et qu'il n'y aura pas de coquelicot à Kaufmann. On sait que Arnaud, lui, avant de se tourner vers Nîmes, il va se préoccuper sur le match de dimanche, c'est Nuit Saint-Georges, c'est ça? Samedi, ok. Que Château recevra pour son premier match à domicile Château, le 8 novembre. Je pense qu'il ne joue pas ce week-end, va être très attentif aux résultats samedi entre Bédaride et Nuit Saint-Georges. Je pense s'occuper des autres, on s'occupe de moi. donc voilà. On va pas être focus sur le bloc à venir. Henri, tu nous as fait à la fois le bilan et les perspectives d'avenir avec finalement, et je reconnais bien là ton propos, s'appuyer sur le socle de ce qui a été construit pour bâtir ce qu'on aura demain et continuer, faire tomber les barrières entre Côte d'Azur et Provence et continuer à faire tomber les barrières restantes pour continuer à fédérer. Et c'est aussi ça le rôle de la fédération et du représentant que tu es aujourd'hui de cette structure qui fait notre rugby. On va boucler ce soir sur notre émission. Merci à tous. Petit mot, Henri, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, je les accepte. Damien, on souhaite une belle victoire. On est confiant. On ne doute pas, on n'en doute pas. Tu as parlé que tu as dit que jamais à le groupe vivait bien. Ça sera l'occasion de faire
J'ai confiance en mon groupe et à notre travail, donc il y a au travail qu'ils fournissent, donc je ne suis pas inquiet. Ok, Arnaud, bon prochain match. Merci. Toi, c'est Nuit Saint-Georges. Jean-Michel, bon prochain match. Merci. Hein, voilà. On remercie nos deux guests ce soir, Jean-Marc Pigeot et Ariel Genin. Merci beaucoup. Qui sont des habitués. Des habitués du Monday Time Rugby. Et on n'oublie pas, Ariel, la tenue officielle du Monday Time. Le flanqueur, la boutique officielle du Monday Time Rugby. Et Jean-Marc, quelque part, j'ai envie de dire, la mascotte officielle des valeurs du rugby. La mascotte, c'est quand tu mets là. Les dimanches ce soir, les droits. Non. Non, par contre, il devient, et on va le remercier comme les autres restaurants, il devient un des sponsors officiels du Monday Time Rugby et du Monday Time en général, en espérant que le Covid nous laisse tranquille, parce que d'habitude on finit toujours avec un petit resto sympa, une bonne bouteille de vin à déguster, et là maintenant c'est un peu plus compliqué. Espérons qu'on pourra se retrouver au Cœur des Femmes, au Jimmy, au Green Tonic, à la Grappe, au Bistrot Mathieu, au Camille en Provence et au Cocorico très bientôt, parce que ça fait partie, comme vous le disiez, des moments sympathiques à partager. Voir d'autres futurs partenaires qui pourront nous rejoindre d'ici là. Exactement. On n'oublie pas bien entendu de remercier Big Pomme TV pour la réalisation, même si vous voyez que des fois... toujours un petit peu des difficultés, mais on progresse notamment depuis... Moi, je trouve que c'est surtout sur le timing. Coco Il se laisse déborder, c'est un truc de fou. Depuis que Coco a rejoint l'équipe, pardon, et depuis qu'Alexis a rejoint l'équipe, on sent que Mathieu, il a pris du grade, donc on les remercie. Merci à vous tous encore une fois. Continuez de nous suivre, continuez de commenter, de liker vos émissions préférées. N'hésitez pas encore à nous faire part de vos suggestions sur les prochains invités. On espère vous retrouver prochainement. Avec le Covid, malheureusement, on ne sait pas un petit peu comment ça va se passer. Suivez-nous sur les réseaux et vous verrez un petit peu comment on pourra programmer les prochaines émissions. Sachant que normalement, la prochaine qui est prévue, c'est pour nos amis basketteurs Olivier Gauteret. Ah mais tu me laisses la possibilité de dire merci à Axo alors pour les locaux. Mais bien sûr, merci, c'est sympa. Mais bien sûr. En tant que local de l'étape, Olivier Gauteret alias Gollum, il comprendra de quoi je veux parler. Exactement. Et notre ami Loïc Doucen, le faiseur de Lego, on lui fait un petit coucou. Je te laisse remercier pour les locaux. Ah ben on remercie Axo, qui nous héberge et qui nous permettent de passer d'excellents moments, je l'espère pour vous. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être venu apporter votre lumière. On se le refera volontiers. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles abonnés. Merci les amis, à bientôt. Merci. Il est